sommes dans une nouvelle phase où on est face à une forme de terrorisme de masse, malheureusement. Deuxièmement, on est dans un mode opératoire qui se traduit sous une forme donc de commando. Et le troisième élément, c'est que nous sommes réellement maintenant donc dans le cœur de la guerre asymétrique. Donc nous sommes effectivement donc face à un acte de guerre. C'est un acte de guerre donc qui est exécuté par un commando. Le colonel Saoud donc a donné un peu l'évolution entre les commanditaires et les exécutants et les complices. Maintenant, s'agissant des armes, oui, effectivement, donc bon, il y a d'abord donc les AK-47, connus donc sous l'appellation donc Kalachnikov. On sait, c'est une arme qui est facile à manier, c'est facile à manipuler, facile à utiliser, mais ce n'est pas donc une arme que n'importe qui peut utiliser. Donc vrai, bon, ça. elle est légère. Oui, elle est légère donc par son poids, donc c'est une arme donc qui pèse quelques 4,5 kg, mais pour pouvoir donc la manipuler d'une manière professionnelle, il faut un entraînement spécifique. Donc comment elle a été manipulée, on le voit donc que ces gens ont eu un entraînement spécifique sur donc l'utilisation des armes. Faire ce genre d'exaction. Oui, c'est un processus qui est lent. C'est pas quelque chose qu'on fait du jour au lendemain. Vous savez, c'est les premiers jalons de la radicalisation, en France particulièrement et en Europe, ont commencé il y a très longtemps. Ce n'est pas il y a 5 ans ou 6 ans. Ça fait très longtemps qu'ils ont commencé. Parce que vous savez que la plupart des premières mosquées qui ont été construites ou des grands centres ont été financés par justement des pays du Golfe. Et quand on finance en monnaie, alors il y a la chance. C'est qu'on exige à ce qu'il y ait une certaine idéologie qui règne, et on envoie des gens se former dans ces pays-là et qui reviennent justement pour délivrer ce message. Mais ce qui est arrivé dernièrement avec le développement des réseaux sociaux, des moyens de communication modernes, c'est que les jeunes aujourd'hui, quand ils vont dans les mosquées là-bas, ils ne se reconnaissent pas, ils ne s'identifient pas dans le message délivré. La plupart des imams qui prêchent, c'est des gens qui sont venus d'ailleurs. Ils n'ont pas la langue, ils n'ont pas la formation adéquate, ils ne sont pas imprégnés de la culture du pays, ils ne connaissent pas le contexte, qu'il soit politique, social, culturel. Et donc, ils n'écoutent pas ces jeunes-là. Ils ne peuvent pas répondre à leurs besoins, à leurs attentes, à leurs questions. Qu'est-ce qu'il fait? Ces jeunes refusent d'aller à la mosquée parce qu'il n'y a rien qui les intéresse. Par contre, dans les réseaux sociaux, ils trouvent des sites qui sont spécialisés. Aujourd'hui, Daesh a prouvé qu'elle a pu mettre en place des moyens de communication à travers les réseaux sociaux tellement performants qu'ils arrivent. Le premier niveau, c'est le contenu. C'est-à-dire comment on embrigade les gens. Avec quel contenu? Je pense qu'il faut dire les choses clairement. À chaque fois, on entend un discours qui n'a aucun sens. Ça n'a rien à voir avec l'islam. Ça n'a rien à voir avec l'islam. Il faut arrêter avec cette idée que ces gens-là parlent du vide. Ces gens-là n'ont aucune idéologie. Ces gens-là n'ont pas aucune source. Ces gens-là, ils lisent le même Coran que nous. Ils lisent les mêmes versets que nous. Mais ils ont une interprétation complètement différente. Il faut savoir que dans le Coran, comme n'importe quel texte religieux, comme la Bible, l'Ancien Testament ou le Nouveau Testament, on peut y trouver tout. On peut trouver des choses qui incitent à la tolérance, à la clémence, à l'amour, à la charité, comme on peut trouver de la violence, l'appel à la haine et la destruction de l'autre. Dans l'Ancien Bible, enfin dans l'Ancien Testament, il y a toujours des textes qui appellent à la destruction de l'autre. C'est-à-dire que le judaïsme a donné naissance à la sagesse juive, au mysticisme, à Ibn Maïmonide et d'autres personnes, comme il a donné naissance à des groupes sionistes ultra-orthodoxes et violents. Baruch Goldstein, par exemple, le sioniste orthodoxe qui avait tué 29 personnes à Hébron, le Khalil, c'était quelqu'un qui n'était pas drogué, c'était quelqu'un qui était drogué par l'idéologie religieuse. Il a trouvé le fondement de son acte dans la religion. Idem pour les djihadistes. Les djihadistes, ils puisent leurs sources et leur idéologie dans le texte religieux, dans le Coran. Dans le Coran, il y a des textes qui appellent à la destruction, qui appellent à la violence. Si on ne met pas ces textes religieux dans leur contexte historique, dans leur contexte culturel, bien sûr qu'on ne va produire que ça. Ces gens-là, par exemple, quand on trouve des versets dans le Coran qui dit, par exemple, « Tuez les infidèles là où ils sont ». Si on prend ce texte dans son
absolu, dans son sens absolu, sans le mettre dans un contexte. Bien sûr qu'on va produire des fanatiques, bien sûr qu'on va produire des kamikazes, bien sûr qu'on va produire encore des djihadistes, non pas pour des mois et des décennies, mais pour des siècles encore. Donc le fondement essentiel, il est dans le texte religieux. Si on n'a pas une lecture qui contextualise le texte, qui le met justement dans son contexte historique, dans son contexte culturel, on va toujours produire ça. Nous, il faut dire les choses aussi clairement, le Maroc n'est pas à l'abri de ça. C'est-à-dire, il y avait des attentats en 2003, il y avait des attentats en 2007. On a produit nous-mêmes, avec nos manuels scolaires, avec nos enseignements, avec beaucoup de choses, on a produit un esprit de kamikaze, on a un esprit fanatique. C'est-à-dire, pardon, excusez-moi, je finis sur ça. Par exemple, quand on va dans une mosquée, ça commence un petit peu à se calmer à ce moment-là, mais il y a des dizaines d'années. Quand on va dans une mosquée et on entend l'imam de la mosquée finir sa prière par « que Dieu détruise les juifs et les chrétiens », Allahumma dammir al-yahuda wal nasara. Évidemment, un gamin qui a 15 ans, 16 ans, bien sûr qu'il n'a pas suffisamment de distance critique par rapport à ça. Bien sûr qu'il va gober ça, bien sûr qu'il va ingérer ça, bien sûr qu'il va probablement trouver plus tard une mission historique qui va s'attribuer lui-même. Cette mission, c'est celle du djihad. Cette mission, c'est celle de combattre les infidèles. Et bien sûr, nous-mêmes, on produit avec nos textes, avec notre compréhension, avec notre interprétation littéraliste du texte, on ne peut que produire le fanatisme religieux. L'islam, ces gens-là, oui, ils sont à l'intérieur de l'islam, ils parlent à l'intérieur de l'islam, il faut l'avouer, il faut avoir le courage de le dire. Les armes en France étaient là depuis la guerre des Balkans, comme vous l'avez si bien dit. Les armes se vendent à Marseille, se vendent à Saint-Denis, se vendent un peu partout en France. Il ne faut pas se le cacher. Les armes qui ont servi aux attentats ne viennent pas de Syrie. Ça, c'est un point. J'aimerais compléter un peu sur cette opération, parce qu'il y a du nouveau. Le nouveau, c'est la filière migratoire. Rappelez-vous, le passeport syrien qui a été authentifié, et il a été authentifié en tant que passeport syrien, et puis les empreintes digitales du détenteur ont été authentifiées également par la Grèce. Là se pose ce problème-là. Voilà une filière dont le Baghdadi a parlé. Il a dit je vous enverrai des combattants par la voie de la filière migratoire. C'est un fait nouveau. Et puis, deuxième fait nouveau, qui n'est pas nouveau en réalité. Nous avons un phénomène de fratrie. Mera et sa famille, les Kouachi et la famille, et là, maintenant, nous avons les Islam et la famille. Phénomène nouveau également, dont on doit s'occuper. Et donc, c'est une approche globale qu'il faut, comme on a parlé le professeur Ouazzani, et puis la radicalisation n'est pas visible au rayon X. C'est de l'humain qu'il faut, c'est de l'humain qu'il faut, et malheureusement, les Occidentaux sont allés dans le tout technologique au détriment de l'humain, ce que le Maroc n'a pas fait, fort heureusement. Non, mais je suis complètement d'accord. Maintenant, ce qui a été posé, la première question que vous avez posée, c'est à quand le prochain attentat? C'est-à-dire, moi, je pense que toutes les mesures sécuritaires, c'est juste pour retarder le prochain attentat. Parce qu'on voit au Maroc, c'est-à-dire, à chaque fois, on entend parler des cellules terroristes. Donc, on est devant un fait qui est là, qui va durer pendant des... là, ça fait quand même une vingtaine d'années qu'on parle de ce phénomène-là. C'est pas quelque chose qui est nouveau, c'est quelque chose qui se reproduit et qui se régénère. Pourquoi? Parce qu'il y a tout simplement, il y a une situation qui est géopolitique, c'est-à-dire ce qui se passe au Moyen-Orient et au Proche-Orient, c'est-à-dire un sentiment d'injustice qui est subi qui est ressenti chez beaucoup de musulmans, de jeunes musulmans qui disent qu'on est humilié, que l'islam est humilié, que les peuples musulmans sont humiliés, que ce qui se passe en Palestine, ce qui se passe en Syrie, en Irak. J'ai des tweets à ce sujet-là, donc ça crée ce sentiment-là de frustration, de humiliation à laquelle il faut répondre. Et la réponse n'est pas seulement une réponse qui pourrait être littéraire ou en verbe, mais aussi c'est une réponse sur le terrain. Et la réponse sur le terrain à cette question-là, c'est le djihadisme. Malheureusement, actuellement, que ça soit chez les jeunes musulmans de ce côté-là du Rif, c'est-à-dire du monde arabe et musulman, ou de l'autre côté, actuellement, le djihad, c'est la seule réponse, c'est la seule idéologie qui est en train de prendre, qui est en train de cimenter l'esprit de certaines personnes, et c'est conçu comme la seule réponse possible à ce sentiment-là, qui commence à être un sentiment historique d'humiliation. Il ne faut pas oublier que c'est quelque chose qui est très ancré, le sentiment d'humiliation, le sentiment qu'on a subi une défaite historique
n'est pas seulement quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qui revient de siècles avec le fait colonial, avec ce qui s'est passé, enfin ce qui se passe en Palestine et ce qui se passe actuellement dans cette région. Donc on doit devoir, on va vivre avec ce sentiment, on va vivre avec ce fait, non pas seulement pour des mois, mais encore pour des années et des années. On exclut l'option d'essayer de le faire partir. Je pense que le fait que François Hollande a eu recours à l'article 18 et faire son discours devant le Congrès, c'est-à-dire la réunion de deux chambres, l'Assemblée nationale et le Sénat, veut transmettre un message fort à la fois pour les Français en leur disant on est en guerre. En fait, beaucoup de responsables français à l'époque savaient qu'il y aurait de menaces. Mais en fait, ça a été partagé entre les responsables et entre les faiseurs d'opinion. Maintenant, c'est partagé avec l'opinion publique. C'est vrai qu'il y aura des changements vis-à-vis de la Syrie. Et ce n'est pas seulement à cause des attentats, mais plusieurs voix s'élèvent actuellement, à gauche, à droite, chez un texte, en disant il faut composer avec Poutine. Et si on compose avec Poutine, d'une façon indirecte, on va composer avec Bachar al-Assad, au moins, pour une phase provisoire. Je pense qu'il y aura des changements, et des changements au niveau radical. D'ailleurs, ce qu'il a proposé aujourd'hui, ce qu'il a informé aujourd'hui le président Hollande, c'est qu'il va se réunir avec Obama et avec Poutine. Et je pense là, il y aura une discussion sur une autre approche. Et la France et Hollande va changer, va glisser vers autre chose pour régler ce problème syrien qu'il le considère comme le mal. Et comme on ne peut pas s'attaquer à Daesh sans s'attaquer au mal syrien. Non, enfin, c'est juste une réaction qui est très très rapide par rapport à ce que vient de dire ce mot. Bien sûr, parfois pour le président français, il fallait réagir par rapport à ça. C'est tout à fait normal. Il le dit, c'est le mot qui revient tout le temps. La France est en guerre, on est dans une situation de guerre, donc il fallait réagir. Mais est-ce que cette réaction est une solution? Moi, je vous pose la question. Montrez-moi une seule intervention étrangère, occidentale, qui s'est faite dans le monde arabe et le Moyen-Orient et qui a donné des résultats fructueux. Je veux bien la connaître. La boîte de Pandore a été ouverte avec l'intervention américaine en Irak en 2003, c'est-à-dire Daesh actuellement, qui contrôle presque le tiers des territoires irakiens. C'est le fruit, le résultat de ça. Et quelque chose aussi qu'on oublie, Daesh, c'est ça quelque chose qu'il faut expliquer et réexpliquer aux gens, aux auditeurs et aux téléspectateurs. C'est que Daesh a une légitimité en Irak. Daesh est l'expression de la revanche de la population sunnite par rapport à l'oppression du régime de Maliki, le régime pro-iranien et chiite, et qui s'est comporté en dictateur, et qui s'est comporté avec une arrogance et une violence inouïe par rapport à la population sunnite. Actuellement, Daesh est complètement légitime dans les villes qu'il commande. Al-Mosul, Anbar, c'est un pouvoir légitime. L'expression État islamique correspond à une réalité. C'est un État. C'est-à-dire, ils ont une monnaie, ils ont des policiers, ils ont des ministères. C'est un État qui existe. C'est un presque État. C'est un presque État. Non, c'est pas, pardonnez-moi, c'est pas absolument État. C'est un État. Mais par contre, à l'encontre de la définition de l'État, c'est un État qui ne croit pas aux frontières. Pour l'État, c'est quelque chose qui est en expansion, tout le temps en expansion. Il lui manque les fondements juridiques, donc, mais sinon, donc c'est un presque État. Et la reconnaissance internationale, ça nous rappelle autre chose. Quelle est sa consistance? En gros, qu'est-ce qui est dit à l'intérieur? Alors, c'est très simple. Aujourd'hui, il y a un mot qui revient partout, c'est le djihad. Et les gens sont un petit peu... Donc il fallait remettre les points sur les i, sur la définition même du djihad. Bien sûr, c'est extraordinaire, parce qu'il faut remettre les choses sur le plan du sens. Oui. Alors, vous ne voulez pas dire contexte, comme dit Tourabi? Non, c'est pas le contexte. Non, mais... Parce que moi, je vais aller un petit peu en profondeur. Aujourd'hui, il y a une interprétation déformée du djihad. On le rétrécit juste dans le fait de guerroyer, de faire la guerre, de s'affronter. Alors que c'est un événement exceptionnel qui est réservé à l'ultime étape où rien ne marche, où la cohabitation ne marche plus, le dialogue ne marche plus, la communication ne marche plus, et on est obligé de réagir pour se protéger. Alors que le vrai djihad, le premier djihad qui a été instruit, la première recommandation au prophète de faire le djihad, c'était le premier jour de la révélation, quand il reçoit l'archange Gabriel. Il vient lui dire « Apprends, iqra ». Et il répond « Ma ana biqari ». Je ne sais pas apprendre, parce que c'était apprendre. Ça veut dire quoi? C'est la notion d'apprentissage, la science, le savoir, la connaissance. C'est ça le vrai djihad. C'est quoi la racine du mot djihad? Juhdun,
juhdun jim ha dil, c'est l'effort. C'est à chaque fois qu'on doit faire un effort exceptionnel pour réaliser quelque chose d'extraordinaire. L'apprentissage, aujourd'hui, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et on doit faire l'effort, surtout à un moment où nous, notre éducation, notre formation, notre échoue. Nous avons des problèmes. C'est le moment où, aujourd'hui, on doit faire l'appui sur la notion du jihad dans l'apprentissage, dans l'acquisition du savoir, dans la jihad al-nafs. Et de développement humain. C'est ça le vrai jihad au XXIe siècle. Concernant le démantèlement dont vous venez de parler, nous sommes dans une logique vers à moitié vide et vers à moitié plein. Moi, je pense pour la deuxième. C'est une efficacité préventive de... Je vous l'ai dit tout à l'heure, l'école marocaine doit être pensée. L'école marocaine du renseignement. Du renseignement et de l'anticipation et des interpellations préventives. Vous savez, une fois que ça arrive, personne n'a le mérite d'avoir identifié ou arrêté. Je pense qu'il vaut mieux que ça n'arrive pas. C'est ça l'anticipation. Cartographier des risques, évaluer un peu leur probabilité d'occurrence et faire des parades. Nous sommes dans de la parade préventive. Nous sommes très opérants. J'espère que ça continue, avec évidemment le bémol que le risque zéro n'a jamais existé, n'existe pas et n'existera jamais. Après une soirée arrosée, Fred prend la route. Ses amis tentent de le retenir, mais après tout, il n'est qu'à 3 km. Il n'y arrivera jamais. Sa mère réécoutera encore et encore sa voix sur de vieux messages. Virgile ira chaque année déposer des fleurs. Emma se sentira coupable de lui avoir offert ce dernier verre. Et Alex se dira tous les jours qu'il aurait dû insister. Quand on tient à quelqu'un, on le retient. Sécurité routière, tous touchés, tous concernés, tous responsables. Sa date de naissance, le plus beau jour de ta vie, le jour de sa remise de diplôme, le jour de ton premier job, le jour du départ au pèlerinage, le jour de ses premiers pas, le jour où tu as atteint les sommets, le jour qui nous a tous rassemblés. On a tous des numéros qui nous ont marqués. Aujourd'hui, avec la nouvelle numérotation mobile 07, Inouï vous permet de personnaliser le vôtre. Rendez-vous vite dans votre agence Inouï la plus proche ou réservez-le sur monnumero.inouï.ma. Inouï, ma'akum kull yawm. Alors, on a souvent tendance à penser, vous avez vu ce reportage, spontanément que les jeunes sont complètement désintéressés de la politique. C'est juste une impression ou c'est vrai? Medimoun Saïd. Bien sûr que il faut différencier d'abord. Qu'est-ce qu'un jeune au Maroc aujourd'hui? On a tendance à vouloir faire le parallélisme avec la loi qui est sortie sur la liste nationale des jeunes au Parlement, moins de 40 ans. Moi, j'estime qu'un jeune au Maroc, c'est peut-être moins de 30 ans. Et donc déjà, pour définir, si on veut définir, c'est quoi être un jeune au Maroc aujourd'hui. Deuxièmement, est-ce que le jeune marocain ne s'intéresse pas à la politique? C'est complètement faux. Le jeune marocain s'intéresse à la politique. Non, malheureusement, avant c'était l'intérêt passé par les partis politiques, maintenant ça passe par autre chose. C'est autre chose. Aujourd'hui, en 2015, c'est les réseaux sociaux et on voit bien que dès qu'il y a n'importe quel positionnement politique, beaucoup de jeunes prennent position par des avis instantanés sur les réseaux sociaux. Ça passe aussi par l'associatif, ça passe aussi par les manifestations. Et on a vu récemment les jeunes médecins qui se sont mobilisés pour une cause, qui est une cause politique, la réforme de la santé. Il n'y a pas plus politique que cela. Donc, on va dire que l'intérêt des jeunes pour la politique est là, il existe. Malheureusement, c'est un des intérêts pour les partis politiques qui ont, pendant un temps du moins, je sais qu'aujourd'hui il y a beaucoup d'efforts qui sont faits, je peux parler d'exemple de mon parti, pendant longtemps il y a eu des portes fermées face à ces jeunes-là parce qu'on les craignait pour des questions malheureusement uniquement de positionnement. Et c'est là où il faut différencier donc l'intérêt des jeunes pour la politique, la chose publique, et l'intérêt des jeunes pour les partis politiques. Et je pense que c'est pour ça que nous avons vu un des intérêts
de la chose politique, Progressive, l'État, etc. depuis l'indépendance. Tout à fait. Et les jeunes post-indépendance ne sont pas les jeunes d'aujourd'hui. Il y avait un espoir, rappelons-le, c'est les jeunes qui ont apporté, bien sûr, avec les partis politiques, avec la famille royale, c'est eux qui ont apporté cette indépendance au Maroc. La plupart des signataires du traité d'indépendance étaient jeunes. Mehdi Ben Barka était très jeune à l'époque. Une étude de 2011 rapporte que seuls 6% des jeunes du Maroc s'intéressent à la politique et seuls 1% sont adhérents à un parti politique ou un syndicat. Donc la vérité est qu'il faut revenir, seulement 1%. Seulement 1% de la jeunesse. Alors, quand on dit 1% encore, on définit les jeunes, c'est quoi? C'est en dessous de 30 ans. Oui, alors c'est une façon de définir la jeunesse. Après, c'est un débat philosophique. Est-ce que c'est une tranche d'âge? Est-ce que c'est des moyens et des revenus? Est-ce que c'est la capacité de donner, avoir de l'énergie créatrice de valeurs ou d'idées? Et après tout, on peut être jeune à 75 ans comme on peut être vieux, malheureusement, à 20 ans. Les jeunes, je pense, sont toujours intéressés par la politique. Moi, personnellement, si je parle des États-Unis, par exemple, si vous voyez depuis le début des États-Unis avec James Madison, qui a écrit notre Constitution, il a créé moins de 40 ans. Si vous allez vers les années 60, comme on l'a dit dans le documentaire, le président Kennedy était l'un des plus jeunes présidents. Avec sa génération, ils ont commencé à changer les données aux États-Unis dans les années 60. Martin Luther King a commencé à l'âge de 29 ans. Moins de 40 ans, il a changé avec le Civil Rights Movement. Donc, même tout récemment avec le président Obama, c'est les jeunes qui ont shifté ce qui s'est passé aux États-Unis. Maintenant, ils sont toujours intéressés par les partis politiques, comme Mehdi l'a bien dit, ou le système politique dans nos pays. Il y a un grand problème, il y a un gap. Parce que beaucoup de partis politiques, beaucoup de pays que je suis dans le monde, particulièrement aux États-Unis, les jeunes ne trouvent pas leur place dans ces partis politiques parce que, comme il a dit, il y a des positionnements aux États-Unis. On l'a vu en 2008 dans nos élections. Les jeunes étaient trop inspirés avec le président Obama, qui était un candidat très jeune, qui a amené des idées qui touchent la jeunesse. Et il se voyait vers Obama une chance de s'exprimer, mais aussi de faire partie de cette nouvelle classe politique des États-Unis. À cause de ça, 66% de nos votes ont été les moins de 30 ans. Oui, ça, c'était en 2008. En 2012, 60%. Avant 2008, vous allez vers 2011, on a perdu le Congrès parce que les jeunes ne sont pas sortis. 11% des votes, c'était que 11% que les démocrates ont pour les jeunes. C'est vraiment low comparé à ce qu'on avait en 2008. C'est la raison pour laquelle on a perdu le Congrès et le Sénat encore en 2012. Vous savez, la politique, c'est une histoire de femmes et d'hommes extraordinaires. C'est une rencontre dans le temps avec une opinion publique à un moment précis, dans des circonstances précises. On parle de Barack Obama, on ne parle pas autant du Parti démocrate. Hein. Oui. C'est l'incarnation par une personne. Vous savez, un leader politique, ou une leader politique, c'est celui que, quand vous l'entendez parler, vous avez envie de vous mettre derrière lui, de le pousser le plus loin, le plus haut possible. Ça doit pouvoir haranguer les foules, ça doit pouvoir convaincre par les idées. Est-ce que c'est faire Leila Ben Kellen? Relativement à un certain niveau. En termes de communication, il a quand même passé un cap en termes de communication politique. Force est d'admettre qu'aujourd'hui, sur la scène en tout cas locale, il y en a un qui se distingue par ses procédés, et d'ailleurs il emprunte beaucoup de techniques audiovisuelles, de meetings, de discours à la campagne de Barack Obama, rappelant juste que lors de les dernières élections communales et régionales, le PJD n'a pas cherché son slogan très loin, c'était « Weekend »,« Yes, Weekend ». Donc c'est pour vous dire à quel point on prend les méthodes qui ont marché ailleurs pour les appliquer ici. C'est de bonne guerre. Encore faut-il avoir le charisme nécessaire, la rhétorique, le discours, la capacité de réunir des foules. Avec une réserve néanmoins pour Abdelilah Ben Keren, le discours n'est pas que idéologique, que politique. Il est aussi para-religieux, et c'est là où il y a peut-être un petit peu de baume à mettre sur. C'est pas l'idée de la question de ce soir, mais non, c'est dans la forme. Non, mais bien sûr. Oui, bien sûr, le leadership est très important. Il faut savoir intéresser les gens, il faut savoir intéresser les jeunes en particulier. C'est très difficile d'intéresser un jeune aujourd'hui, plus qu'hier. Mais si c'était possible aux États-Unis, la question est-ce que c'est possible au Maroc qu'un jeune puisse
se présenter. Je pense qu'il y a une tentative par Anouar, instantanément, dans un parti politique et réussir. Il s'est battu. Hein. Oui, je sais, j'ai suivi de très près. Je n'ai pas encore dit mon dernier mot. Bien d'accord. Voilà, c'est l'idée. Le système américain permet cela. C'est-à-dire l'espoir, il est là. C'est ce qu'on dit, c'est ce qu'on essaie de défendre au sein de nos différents partis politiques. Il faut aussi laisser donc aux jeunes aujourd'hui la possibilité de se présenter s'ils ont envie de se présenter. Il faut permettre aux jeunes d'être présents au sein des partis politiques, au sein des instances partisanes, et non pas dans une case qui est la jeunesse pour soi-disant se former. On ne peut pas former un jeune jusqu'à 50 ans, il faut arrêter. Il faut vraiment repenser les choses parce que beaucoup de jeunes d'aujourd'hui, surtout en Afrique, ne sont pas engagés en politique parce que ce n'est pas les priorités pour eux. Beaucoup de jeunes sont à la recherche du travail et ne peuvent pas trouver de travail. Oui. Beaucoup de nos jeunes d'aujourd'hui, beaucoup de nos pays, surtout en Afrique, plus de 65% de la population africaine aujourd'hui est jeune, moins de 40 ans. Et la majeure partie, la plupart de ces jeunes... Dans 3 générations, il y a un chiffre qui est quand même assez important. Et ça vous l'avez mentionné dans une lettre que vous aviez adressée à Barack Obama. Dans 3 générations, 41% de la jeunesse mondiale sera africaine. Exactement. Ouais. Et ça, c'est déjà écrit. Mais le problème qu'on a aujourd'hui, beaucoup de ces jeunes ne sont pas formés. Ils sont en train de... moi, je voyage partout en Afrique aujourd'hui. Je viens de Tanger. J'ai rencontré des jeunes subsahariens africains qui sont en train de vivre des conditions là-bas que je ne peux pas vous expliquer. C'est incroyable. Ils sont dans les brouches là-bas parce qu'ils veulent aller en Europe. C'est incroyable. Je parlais avec une centaine de jeunes 2 jours de cela. Je dis, je ne peux pas comprendre. Ils me disent, ouais, il faut qu'on fasse ça parce qu'on va aller de l'autre côté. Ces jeunes ne vont jamais passer de la politique. C'est la dernière des choses qu'ils vont penser. Comment je vais m'engager? Ils sont dans le survie d'abord. Et même ces jeunes dans nos universités, à Dakar, à Cotonou, ici au Maroc, partout de ces universités publiques, qui sont des thousands of young people, après les études, vous avez ces jeunes qui ont 2 ou 3 diplômes à la maison en train de chercher du boulot, ils ne peuvent pas trouver. Mais s'ils vont sur Facebook, et Twitter et Instagram, ils voient leurs amis qui sont à l'extérieur, qui postent des photos, qui parlent de politique, qui parlent d'engagement avec Obama. Ils ne peuvent pas s'engager au niveau local parce qu'ils ne voient pas, rien ne leur motive. C'est one problem. Secondly, ils n'ont pas aussi ces leaders politiques qui peuvent leur donner cet engagement, cette énergie comme Obama nous a donné, nous les jeunes américains, pour pouvoir dire, attends, ça fait partie de mon avenir, il faut que je m'engage. Il n'y a pas un modèle à la marocaine à développer, très pragmatique? En tout cas, il est à rechercher, mais pour répondre un petit peu à votre question, sachez qu'à la sortie de l'école, du baccalauréat comme de l'enseignement supérieur, malheureusement, une majorité ne sait pas lire, ne sait pas écrire, ne sait pas compter. Le ministre de l'Éducation, M. Belmokhtar, vient de déclarer il y a une semaine que 4 enfants sur 5 au primaire ne comprennent pas ce qu'on lui dit en classe. Je ne sais pas quel est le potentiel de cette jeunesse. Je suis désolé d'être aussi réaliste, mais... c'est une réalité. Vous savez, nous sommes certainement une nation ancienne avec une identité claire, plurielle, une richesse même que beaucoup nous envient. Nous arrivons jusque-là à vivre en paix, en communauté, c'est très bien ainsi. Mais force est de constater qu'au jour le jour, nous vivons dans des mondes parallèles. Et les espaces où on peut se croiser, à savoir justement cet espace éducatif, l'école, cet espace de loisirs, ce stade, ce club, cet amphithéâtre, on l'a perdu de plus en plus. Et le fait de vivre dans des mondes parallèles fait qu'on se croise sur les carrefours, les uns dans des voitures, c'est ce qui est très bien. Je n'ai rien contre le succès, évidemment, mais d'autres qui ne sont pas dans les voitures. Et vous voyez les regards, c'est des regards de haine. Si vous tournez à droite avec votre voiture et que vous cédez le passage pour des piétons, enfin qui traversent sur le passage piéton, on ne va pas traverser sur le passage piéton parce qu'on va croire que vous êtes en train de frimer avec votre voiture. Il y a quelque chose de malsain qui est en train de naître et qui est en train d'opposer les uns aux autres. Et le discours politique, et pas qu'Abdelillah Abdelkarim pour dire des méchancetés aussi sur lui, n'arrange pas les choses. Ils ont du mal à sortir de leur rôle de politique, les politiques. Parce qu'ils mentent, on a du mal à sortir du discours politique. Parce qu'ils mentent systématiquement les uns contre les autres. Ils opposent les conservateurs aux progressistes, les citadins aux urbains, même dans le traitement sociologique. On peut comprendre jusqu'à un certain niveau académique qu'il faut faire des distinctions, mais quand même, quand un politique reprend ce langage-là à la lettre, il oppose une communauté de personnes, de Marocains, à une autre. Et ce n'est pas sain pour la jeune démocratie qui est la nôtre, où on n'a pas encore fini de régler des problèmes de base pour passer à ce qu'on peut appeler la participation dans la vie
de la cité dans le sens romain du terme, j'entends. Le concept de communication politique n'existe pas réellement au Maroc. On est à ses débuts. On a appris qu'il y avait de la communication politique. On a tous vu la campagne de Barack Obama. Même en Europe, le concept de communication politique n'est pas encore assez développé tel qu'il est connu aux États-Unis. Donc on est plus dans la publicité ponctuelle pendant les périodes électorales que dans la communication politique. La communication politique, c'est récurrent, c'est toute l'année, c'est pas uniquement pendant les périodes électorales, c'est une stratégie qu'on met sur le moyen terme. On n'y est pas, on est encore, allô, l'agence de communication, 15 jours avant les élections, il faut faire de la pub, il faut paraître, il faut des figures jeunes pour plaire aux jeunes, il faut des vieux pour plaire aux... Non, on n'y est pas du tout. Elle a raison quand elle dit que et les discours tels qu'ils sont faits aujourd'hui sont faits par des leaders d'un certain âge, d'une certaine génération, donc forcément ils s'adressent plus à cette génération qui, entre parenthèses, de plus en plus minoritaire au Maroc. Rappelons-le, 50% des Marocains sont jeunes, justement. D'où la nécessité aujourd'hui, pour que la nouvelle génération de politiques, qui commence à émerger dans la plupart des partis politiques, n'emploie pas le même discours que les actuels leaders. À chaque fois que je rencontre des amis à moi dans les autres partis, écoutez, n'ayons pas le même discours que nos leaders, s'il vous plaît. On peut ne pas être d'accord, mais élevons le débat. C'est notre devoir. On a une génération qui nous écoute, qui nous regarde. Et donc, comme il a dit tout à l'heure, c'est une urgence, c'est une nécessité aujourd'hui que d'essayer de changer les choses par nous-mêmes. Il ne faut pas attendre forcément que nos leaders essayent de changer les choses. Les leaders, très bien, dans une stratégie de communication justement, laissant les leaders politiques tels qu'ils sont aujourd'hui s'adresser à cette génération qui est la leur, et à nous de communiquer autrement, différemment, avec le respect que nous nous devons, avec le respect qu'on doit aux gens qui nous écoutent. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est pas d'avoir le même discours que Abdellah Ben Keren, Ben Abdallah ou un autre. Moi, ce qui m'intéresse, parce que ces gens-là n'intéressent que les gens qui s'intéressent à la politique. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir un discours qui intéresse les 80% des jeunes qui ne sont pas intéressés par la politique. Pourquoi? Parce que justement, ils en ont ras-le-bol de ce genre de discours. C'est pour ça que parfois cette différence-là dérange et n'est pas compris par certains leaders. Quand il y a des jeunes qui émergent et qui ont un discours différent des leurs, ah, celui-là, il ne comprend pas, il dit n'importe quoi. Alors justement, c'est ce langage-là. Khoya Moussef est un bon exemple. Il a touché quelques personnes, qu'on le veuille ou non. Il a créé au moins le buzz. Maintenant, encore une fois, il ne faut pas que ça soit ponctuel et que ça soit de la publicité. La communication politique n'est pas de la pub. Elle est sur la durée. Stratégie, c'est une vision qui est axée sur un projet politique. Mais j'aimerais aussi insister sur les questions de débat politique. Il faut changer ces débats politiques, que ça parle aux jeunes. Parce que beaucoup de ces jeunes d'aujourd'hui sont à la recherche du travail. Je reviens sur ça. Et si vous n'avez pas le minimum, vous ne pouvez pas écouter les politiciens vous parler des questions de retraite, et vous, aujourd'hui, vous n'avez pas de quoi manger ou chercher un boulot. Il faut répondre à ces questions pour la création de l'emploi, l'éducation, pour leur donner l'opportunité de pouvoir voyager s'ils veulent voyager et comprendre le monde et revenir dans leur pays. Les jeunes Français le font, les jeunes Américains le font, pourquoi pas nos jeunes? Et ça, c'est des questions qui sont sensibles à la jeunesse, et surtout à la jeunesse africaine, et c'est à nos politiques de répondre à ces questions-là. J'en suis sûr, si vous avez un politicien aujourd'hui qui est à la télé, qui parle de ces questions-là, le jeune va écouter ça, parce que ça le parle. Mais si vous êtes dans d'autres débats qui n'ont rien à voir avec ces réalités qu'ils vivent, il ne va pas répondre à ça. D'abord, il ne va pas écouter. Et secondly, il ne va pas venir et s'impliquer en politique parce que ça lui parle de rien du tout. C'est comme vous, je suis là, vous parlez des Chinois. Qu'est-ce que ça a à faire avec vous? Vous n'allez pas m'écouter parce que vous n'avez rien à comprendre, c'est ça. Donc c'est ça, moi je parle, je suis toujours avec les jeunes. Et je sais que the number one priority for the young people today, c'est job creation and education formation. And for that, the politicians, vous deux, vous avez du boulot à faire. Moi, je ne suis pas politicien, je suis La Caisse de compensation a eu pour mission en 1941 l'approvisionnement des marchés et la stabilisation des prix. À aucun moment, on ne mentionne dans le texte de création la subvention. La subvention est une conséquence qui est venue après, lors du fonctionnement de la Caisse de compensation. Donc deux missions phares qu'il faut retenir, l'approvisionnement des marchés et la stabilisation des prix qui connaissaient des variations très importantes durant la Deuxième Guerre mondiale et qui, à partir de 1945, ont été plus ou moins stables. Il faut aussi savoir que la Caisse de compensation
qu'on a décidé de fermer la case de compensation en 1949, mais que cela, dans les faits, n'a jamais été le cas. C'est un mécanisme d'aide à travers les prix. Dans tous les pays où se pose à un moment ou à un autre une contradiction entre deux choses simples et claires. D'un côté, vous avez un besoin soit d'importer, soit de produire des biens de première nécessité. On n'est pas en train de parler de n'importe quel produit, on parle de produits de base. Vous avez d'un côté donc des prix qui s'élèvent, soit que c'est des prix à la production intérieure qui sont rémunérateurs, soit que ce sont des prix à l'importation qui sont relativement élevés. Ça, c'est l'amont de la filière. À l'autre bout, vous avez des consommateurs dont le pouvoir d'achat, donc l'état de pauvreté, ne permet pas tout simplement de payer ces produits à leur prix de marché. On peut résumer ça en une seule phrase. Ouais. Tant qu'il y a de la pauvreté dans un pays, on a besoin d'un système un système d'aide, direct ou indirect, peu importe le mécanisme, mais d'un système qui permet d'avoir des produits sur le marché à un prix que la population peut s'offrir. Très simple. Tant qu'on a de la pauvreté, on a besoin d'un mécanisme. Alors quand on sortira de la pauvreté, c'est pour ça qu'il y a eu pas mal de programmes, l'INDH, pas mal de programmes au Maroc, pour sortir un petit peu cette population de ce gouffre de pauvreté et les amener progressivement vers un pouvoir d'achat qui pourrait faire face à la libéralisation des prix ou à acheter le blé, le pétrole, le sucre au prix du marché, ça veut dire au prix juste, où il y a les coûts, les marges des distributeurs, les marges des exploitants, etc. Donc, tant qu'il y a de la pauvreté, on a besoin de ce mécanisme. Si vous voulez que ce mécanisme disparaisse, il faut en finir avec la pauvreté. Sur le plan économique, deux vérités d'évidence qu'on ne peut pas nier. La première vérité d'évidence, c'est qu'on ne peut, que ce soit au niveau d'une famille ou au niveau d'un pays, on ne peut distribuer que la richesse produite. Première vérité d'évidence. Deuxième vérité d'évidence, c'est qu'aucun gouvernement au monde ne peut faire vivre durablement, j'insiste sur le durablement, un pays au-dessus de ses moyens. Je m'explique. Quand vous voyez, et là je parle sous le contrôle du professeur Aqsbi, quand vous voyez les chiffres macroéconomiques de notre pays aujourd'hui, notre produit, ce qu'on appelle le PIB, mais je vais simplifier pour que tout le monde comprenne, hein, la production de richesse annuelle, hein, notre produit intérieur brut, est de l'ordre de 900 milliards de dirhams. Pour simplifier, disons, de l'ordre de 90 milliards de dollars. Ça peut être plus parce que c'est en fonction de la variation du dollar. Pour relativiser les choses, 90 milliards de dollars, c'est le coût de deux grandes entreprises en Europe. Je voudrais dire une chose très importante. On a toujours l'impression que le Maroc est un pays tout seul sur la planète Terre, au milieu de l'océan, isolé sur une île perdue. Ce n'est pas vrai. Aujourd'hui, les choix du Maroc, les choix qu'a fait le Maroc à un certain temps, de faire une subvention, ce que vous dites, ce que vous appelez Aqsbi indirecte, ont été dictés également par des théories macroéconomiques de l'époque, qui sont des théories de Keynes, tout simplement. Donc le Maroc n'a pas fait le choix, abstraction faite d'un contexte économique mondial, etc., de subventionner directement certains produits de base. Qu'est-ce qui s'est passé à partir des années 80 ? À partir des années 80, il y a eu le libéralisme à outrance, les théories économiques de Milton Friedman. Allez, il faut que l'État se désengage, il faudrait plus assurer un minimum de salaire, il faudrait plus ceci, cela, et donc il faudrait libéraliser un ensemble de choses. Et c'est là que les États se sont rendus compte que ce système de subvention directe qui existait dans beaucoup de pays, hein, qui n'était pas, disons, la spécificité du Maroc, le Maroc n'était pas le seul pays au monde qui a choisi ce type-là, ni parce qu'il était sous-développé, ni parce qu'il était en voie de développement. Et donc, on a commencé à revoir certaines subventions directes et à se diriger vers des subventions indirectes. Le libéralisme a été imposé au Maroc suite au plan d'ajustement structurel et tous les économistes marocains peuvent vous le confirmer.
Et l'idée était simple. La Banque mondiale et le FMI ont obligé le Maroc de mettre en place des guichets autonomes pour collecter assez de ressources pour rembourser les dettes. Ces guichets autonomes sont les sociétés publiques qui ont été créées, l'ODEP, etc., etc., etc. Donc on nous a obligés d'adopter un modèle qui était à la mode, comme a dit Madame, un peu partout, sous l'influence de l'école de Chicago, etc. Ça c'est connu. Alors là, on revient à la subvention. Ce que nous disons sur la subvention n'est pas contraire à ce que dit Sead Ghznaï. Nous subventionnons plus que nous créons des richesses. Ce qu'il a dit est vrai. Mais le problème, c'est que tant que nous ne créons pas des richesses, nous sommes obligés de subventionner. C'est ça l'équation. Maintenant, est-ce qu'on a besoin de la subvention? Oui, on a besoin de la subvention. Est-ce que le mécanisme que nous utilisons est bon? Ça, c'est une autre question à laquelle il faut répondre. Il faut bien qu'on s'entende. Quand aujourd'hui, il faut quand même un minimum d'honnêteté intellectuelle, quand aujourd'hui on nous dit on est en train de faire la réforme de la caisse de compensation, on raconte des histoires. Parce que la réforme, telle qu'elle a été proposée au début par le gouvernement lui-même, n'a pas été mise en œuvre. N'est pas mise en œuvre parce qu'on n'a pas distribué les revenus directs. C'est-à-dire que si vous voulez, la réforme, une nouvelle, aujourd'hui, n'a de sens que dans la mesure où elle repose sur deux piliers. Un pilier, aide aux revenus directs, un pilier, libéralisation des prix. On a libéralisé, on est en train de libéraliser les prix. Et on redistribue. On ne redistribue pas, et de sorte que finalement, on fait la solution de FMI. La solution actuelle, ce que ce gouvernement... Je vais faire réagir sur Ghznaï, après je laisserai Salima Benani vous répondre. Vous voulez réagir. Le FMI n'a rien à voir dans cette affaire. C'est vrai qu'il s'occupe de nous, qu'il fait des rapports, mais même s'il n'y avait pas le FMI, on devrait prendre des mesures correctives. Dans quel domaine? Et ça, vous le savez pertinemment. Nous avons une dette du Trésor qui a augmenté de 80% dans les 6 dernières années. Elle atteint actuellement à peu près 600 milliards de dirhams. Nous remboursons. Le montant des remboursements des emprunts s'élève à 110 milliards par an. Le déficit budgétaire, et ça aussi, Sersbi, vous le connaissez très bien, notre déficit budgétaire a été en 2014 de 43 milliards de dirhams, en 2013 de 46 milliards de dirhams. Comme je l'ai dit, notre croissance, pour un déficit en 2014 de 43 milliards de dirhams, notre croissance a été de 27 milliards de dirhams. Merci, les chiffres que vous donnez confortent ce que je dis. Attendez, donc vous travaillez pour moi, c'est très bien. Vous dites des chiffres qui confortent ce que je dis. Quelque part, je vais abonder dans votre sens. Bien. Donc, on revient encore à la question des moyens. Le Premier ministre a peut-être fait un discours électoral à un moment donné, mais à un autre moment donné, il a dû se trouver avec un petit papier comme le mien. Et il voit les chiffres que je viens de vous évoquer. La suppression de la caisse de compensation me réjouit. Je vais vous dire pourquoi. Moi aussi. Vous aussi, vous aurez plus de boulot. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'elle va éclaircir les choses. Ce que l'État fixe, c'est le prix plafond. Que le distributeur ne peut pas dépasser. Donc ils avaient toute la latitude de jouer sur le prix, diminuer de 10 centimes, de 2 centimes, de 1 centime, 0,5 centimes. Ils ne l'ont pas fait. Et normalement, dans l'esprit du gouvernement, ils s'attendaient à une concurrence sur les prix pendant cette période qui n'a pas eu lieu. Et donc, ce qui laisse... Ou du moins très faible. C'est vrai qu'on peut avoir des différences, mais alors très tout le monde a vendu au même prix. D'ailleurs, Sead Ghznaï l'a dit. Le 30, à partir du 1er décembre, il y a pas mal de gens qui fantasment sur l'apparition d'un différentiel de prix entre les stations-service. Moi, personnellement, je ne crois pas. Du moins, pendant la période de démarrage. Je crois qu'ils vont rester dans la même fourchette de prix pendant un certain moment, le temps que le système soit rodé ou le temps qu'ils se testent eux-mêmes. D'ailleurs, nous avons déjà vécu cette expérience dans les télécoms. Pendant des années, on a gardé les mêmes prix. La baisse des prix n'a pas été conséquente.
Et tout dépendra encore une fois sur l'approvisionnement, sur l'exploitation, sur la logistique, etc. Vous dites j'ai l'impression qu'on dit la chose et son contraire, parce que qu'est-ce qu'on dit? Il faut mettre en place des filets sociaux et des programmes sociaux qui sont de nature, aujourd'hui, à pouvoir répercuter, au pouvoir un petit peu ne pas impacter le consommateur quand il y a des augmentations de prix. Donc aujourd'hui, il est temps, nous avons des marges de manœuvre, nous avons le temps et nous avons la latitude de réfléchir parce que Dieu merci, les cours à l'international sont bas. Et c'est maintenant qu'il faut réfléchir à mettre en place des filets sociaux. Avant la libéralisation. Non. Il faut Aujourd'hui, réfléchir on est dans un contexte des mécanismes on est dans avant un de contexte libéraliser. où les prix sont bas. Sinon, vous savez ce que ça veut dire. Vous savez à quoi ça ressemble ce qu'on est en train de faire? Vous allez me le dire dans quelques instants. On saute d'un avion sans parachute. Voilà ce qu'on est en train de faire. Pas du tout. Ça coûtera plus cher pour l'avion. Alors, il était convenu, quand je dis il était convenu, entre le ministère de tutelle, qui est le ministère de l'Énergie, et les distributeurs, y compris la raffinerie, il était convenu que l'État mette en place une assurance. D'accord? Dans le cadre de la libéralisation. Ça veut dire quoi? Nous sommes sûrs, tout le monde est sûr, que le pétrole reprendra une courbe ascendante. La situation actuelle est exceptionnelle. Absolument. Et on reviendra à la normale, peut-être l'année prochaine, pendant 2 ans, pendant dans 1 mois, pendant dans 4 ans. Alors, selon le ministre de l'Énergie, et c'est une information que m'a livrée lui-même, selon ses pronostics à lui, le pétrole restera stable sur les 4-5 années à venir, dans la fourchette de 50 à 60 $. Et tant qu'il est dans cette fourchette, il n'y a pas de problème, on garde la libéralisation et il n'y aura pas d'impact énorme Ce ne sont à la que des pompe. prévisions. Oui. Mais là, juste prévision. Il était convenu que l'État, il était convenu que l'État prenne une assurance qui jouera le rôle de la caisse de compensation en cas d'augmentation fulgurante du prix de pétrole. Mais ce qu'on oublie souvent dans le débat, c'est que le pétrole, c'est pas à la pompe, c'est pas uniquement à la pompe, c'est l'électricité qu'on nous produisons. C'est l'électricité. Donc l'État est obligé d'intervenir pour que l'électricité n'atteint pas un niveau de prix. Et on vient de voir ce qui s'est passé à Tangier. C'est tellement sensible qu'on ne peut pas jouer avec ça. Elles sont de bout en bout accablées de surcoûts. Parce que quand on parle de vérité du prix, il faut peut-être aussi parler de vérité des coûts. Si, parce que il y a des situations de monopole ou d'oligopole, si parce que le système tout simplement de transformation, que ce soit une sucrerie ou une raffinerie, etc., fonctionne de manière inefficace, c'est-à-dire qu'il y a des surcoûts, tout ça va se retrouver au niveau du prix final. Et donc tout cela va se répercuter soit sur le consommateur, soit sur l'État lorsqu'il subventionne. Donc la vraie question, quand on parle de réformer, bien sûr il faut aller vers ce système qui consiste à changer l'aide par les prix par des aides directes. Mais au-delà, fondamentalement, il faut réformer les filières. Il faut veiller à ce qu'il y ait de la vraie concurrence sur les marchés. Or, prenons par exemple les filières dont nous parlons. Le sucre, aujourd'hui, c'est encore un monopole. C'est une aberration. Nous sommes devant un secteur qui est extrêmement important, où vous avez une entreprise, alors là, écoutez-moi bien, qui a à la fois le monopole, qui est protégé de l'extérieur, de la concurrence, et dont les prix, à ce jour encore, sont subventionnés et donc contrôlés par l'État. C'est la même chose, c'est peut-être pour lancer la discussion avec monsieur. C'est la même chose à certains égards du secteur. Parce que sinon, vous le donnera jamais. Le secteur des carburants, il finira bien par se fatiguer à un moment. Non, mais oui, ça ne dure pas assez longtemps pour qu'il se fatigue. Alors, vous parlez maintenant de problèmes de surcoût au niveau du pétrole. Et vous avez évoqué le cas du raffinage, de la raffinerie. Je vous informe que le problème des surcoûts était institutionnalisé au niveau de la raffinerie avant sa privatisation. Comment avant la privatisation, parce qu'il faut quand même voir d'où on vient, comment était calculée la marge de la raffinerie, de la Samir? Elle était calculée de la façon suivante. Le conseil d'administration de la Samir, le ministre de l'énergie ou le directeur de l'énergie ou d'autres fonctionnaires, le directeur de la Samir, décidait que la Samir, la marge de la Samir ou le bénéfice de la Samir devait être de tel ordre.
en fonction de l'exposé que leur faisait le directeur de la Samir, des investissements qu'il devait faire, de modernisation, etc., etc. Et à partir de ce bénéfice, décrété, on remontait la filière et le ministère calculait les différents coûts qui devaient être ceux de la Samir. Voilà comment était calculée la structure de prix de la Samir. Non, écoutez, mais vous ne pouvez pas, quand je précise... Non, je n'ai pas installé l'amalgame parce que je précise. Tout à l'heure, vous avez dit que je n'avais pas parlé de plafonnement du prix. J'avais parlé de plafonnement du prix. Et aujourd'hui, là, à l'instant, je viens d'évoquer la façon dont étaient calculés les coûts et les marges de la raffinerie avant sa privatisation. Oui, il y avait des problématiques au niveau du schéma de subvention. Oui, on aurait pu faire mieux. Oui, il fallait revoir les structures de prix. Oui, si on était resté sur les subventions, je partagerai complètement votre avis, si Arxbi, en disant... Qu'est-ce qui va changer là-dessus, maintenant? Aujourd'hui, c'est leur structure. Est-ce que vous pouvez les contrôler? Pas moi. C'est Arxbi, vous oubliez. Régulation, c'est pas vous. Qui a la régulation? C'est pas nous. C'est le ministère de l'énergie. S'il vous plaît, ce que je vais... La régulation. Qui va faire la régulation demain? J'ai aucune subvention en temps. 30 secondes, dernier mot. La conclusion. Il faut arrêter de dire qu'on est dans un système libéral. On n'est pas dans un système libéral. Nous n'avons pas un conseil de concurrence qui a les moyens de contrôler. Voilà. Nous n'avons pas de la régulation dans pas mal de secteurs. Et donc nous manquons d'outils qui font qu'un système libéral est libéral. Nous sommes dans un système mercenaire où il y a un peu de tout. De l'interventionnisme, du dirigisme et un peu de libéralisme. Donc il faut arrêter de dire qu'on est dans un système libéral. Avec Astucio, Eni